Comme d'habitude, pour les réunions plénières, je me permets d'enlever les masques puisque nous avons les protections latérales en plexiglas. Nous avons le quorum, plusieurs absences d'ailleurs, beaucoup pour raisons professionnelles. Mais néanmoins, nous avons le quorum avec les procurations. Et dès à présent, je vous propose d'abord de saluer très chaleureusement Madame Strasbach de la DGFIP. Merci Madame Strasbach d'être parmi nous. Saluer Laurent Krakenberger, le représentant du Conseil d'Alsace qui pilote la maison décentralisée du Conseil d'Alsace à Sélestat. Merci Laurent pour les coopérations depuis des années. Et nous étions en réunion en mairie ce matin pour faire le point avec le premier vice-président Pierre Bill sur le contrat de territoire, sur d'autres sujets. C'est très agréable de travailler dans ces conditions avec Robin qui est très impliqué. J'aimerais saluer très chaleureusement Joël et Jean de la société Cardam qui sont présents, fidèles avec toute la technologie pour retransmettre notre séance. Et également Audrey, la directrice, qui est présente avec Farah, Clément et Jean-Marc. Je vous propose d'abord d'excuser un certain nombre de personnes. Sophie Schulz-Schneider qui m'a donné procuration, Christian Weiler à Isabelle Obrecht, Adeline Stahl à Robin Klaus, Martial Ferrer à Franck Buchberger, Jean-Louis Reibel à Madame Edel, Norbert Motz à Pierre Méder, Jean-Claude Julie à Christian Zettel, Francis Wagentrutz à Claude Kraus et Dominique Joly à Valérie Rucher. Je fais passer la feuille d'émargement et je vous en remercie. Ensuite, je me permets de demander, il y a un point ajouté en séance, qui est la demande de subvention régionale pour la réalisation d'une étude d'opportunité. C'est un point que nous avons tout à l'heure qui va être présenté. Donc, demande de subvention régionale pour la réalisation d'une étude d'opportunité et de positionnement d'un espace entreprise sur le territoire de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. J'ai interpellé la directrice des services en question à la région pour notre projet que nous avons largement évoqué en commission récemment et donc notre projet est éligible. Nous permettez-vous de mettre ce point et de le rajouter à l'ordre du jour? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, nous avons la signature du procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 et l'approbation du PV de la réunion du 28 juillet 2021. Y a-t-il des expressions? Oui, Madame Edel-Laurent. Oui, bonsoir, chers collègues. Je souhaitais faire remarquer dans le PV de la réunion du 28 juillet l'absence de nos questions orales qui figurent habituellement dans le PV. Donc je pense qu'il s'agit d'une omission. D'accord, ok. On le rajoutera, oui, puisqu'on le rajoute systématiquement. Donc c'est une omission, oui, bien sûr, qui sera publiée également sur le site Internet de la communauté de communes. Très bien. Ensuite, il s'agit de désigner le ou la secrétaire de séance et donc nous avons au fur et à mesure les différentes personnes qui assument cette mission et je propose Valérie Rucher, si elle est d'accord. Okay, très bien, merci Valérie. Et donc on peut passer à l'ordre du jour. D'abord, il y a la délégation permanente du président avec le rappel donc des différentes subventions qui ont été octroyées et les attributions de marchés publics que vous avez tous vus. Il y en a en tout 11 et vous avez également, vous l'avez regardé, toutes les dates de renonciation et les références cadastrales des renonciations de la communauté de communes et donc des communes au droit de préemption. Y a-t-il des interventions? Des abstentions? Je vous remercie. Et Valérie va nous présenter les 3 points suivants. Alors, procès-verbal de mise à disposition des biens dans le cadre de l'exercice de la compétence gestion des équipements d'accueil périscolaire et centres de loisirs. Alors, dans un premier temps, on va parler du périscolaire d'Innenheim.
Par délibération du 28 avril 2004, la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile s'est dotée de la compétence gestion des équipements d'accueil périscolaire et centres de loisirs. Une révision statutaire a eu lieu par arrêté préfectoral du 23 octobre 2006 et chaque commune a donc décidé de procéder à la construction de différentes structures. À Innenheim, le périscolaire a ouvert ses portes en septembre 2010. Les effets de la mise à disposition de la CCPO, en fait, elle se voit conférer tous les pouvoirs de gestion sur les biens des équipements, renouvellement des biens mobiliers, procéder à tous les travaux de reconstruction, d'addition ou de construction, et elle est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations, et elle ne détient pas le pouvoir d'aliéner les communes conservant le droit réel de propriété. Pour rappel, le périscolaire d'Innenheim, c'est une surface de 692 mètres carrés, 390 périscolaires, 301 salles d'activité. Vous en voyez le slide à l'écran. Donc, voilà, donc je propose d'approuver les modalités de cette mise à disposition et de prendre acte que cette procédure sera formalisée par un procès-verbal et d'autoriser Monsieur le Président à signer le PV de mise à disposition. On rappelle que de 2002 à 2010, tous les périscolaires ont été réalisés, à l'époque sous l'égide des communes, avec un fonds de soutien de la part de la communauté de communes pour l'investissement. Et ce qui est assez agréable, d'abord l'indice de satisfaction de nos périscolaires est bon, voire très bon, de la part des parents, et évidemment les enfants qui y sont s'épanouissent. Deux, nous avons la chance d'avoir un bon délégataire, et nous avons renouvelé, donc récemment, on l'a voté, la délégation de gestion de nos périscolaires. Trois, nos périscolaires ont un tel succès que certains sont saturés et qu'il y a donc des évolutions qui viendront. On en a déjà parlé et on en reparlera. Et là, il s'agit donc d'intégrer ce périmètre de mise à disposition. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant. Donc, cette fois-ci, c'est le périscolaire de Nidernais avec l'avenant numéro 1. Alors, c'est exactement les mêmes clauses. Les seules différences, c'est effectivement l'ouverture en 2004 du périscolaire de Nidernais. Et en fait, comme le rappelait le Président, suite à l'accroissement démographique sur notre commune et l'augmentation du nombre d'enfants, on a fait le choix de mettre à disposition la salle des douves, située au premier étage du bâtiment, dans le cadre de l'exercice de la compétence précitée. En fait, cela amène une modification au périmètre. Donc, la surface totale, 483 mètres carrés, puisqu'on inclut la salle des douves. Donc, la CCPO prend donc à sa charge l'intégralité des charges de fonctionnement des biens d'équipement. Et il y a bien lieu de procéder à une modification de l'annexe 2 de mise à disposition en y intégrant la totalité des frais de fonctionnement. Donc, je vous propose d'autoriser Monsieur le Président à procéder à la signature de l'avenant numéro 1 et de confier la charge de la notification et de prendre acte de l'avenant numéro 1. Voilà. Très bien, merci Valérie. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition, de la même manière, pas d'abstention, c'est voté. Et donc, pour terminer, le périscolaire de Maestratsheim, il est dans la même configuration que celui de Nidernais. Donc, il a été construit en 2008, donc pour les mêmes raisons, donc accroissement démographique et augmentation du nombre d'enfants. Cette fois-ci, la commune de Maestratsheim a fait le choix d'effectuer des travaux d'extension du périscolaire pour en augmenter sa capacité d'accueil à 45 enfants. On est donc sur une surface totale de 361, 207 existants, 154 issus de l'extension. Et je propose à nouveau d'autoriser Monsieur le Président à procéder à la signature numéro 1, à l'avenant numéro 1, et de confier à Monsieur le Président la charge de la notification et de produire ses effets sur l'avenant. Très bien, merci Valérie. C'est là où on voit aussi la réhabilitation du patrimoine, notamment sur les trois structures. On a vu les projections qui nous sont présentées et on voit une intégration très belle de l'extension par rapport au presbytère. Voilà, je suppose qu'il n'y a pas d'opposition. Pas d'abstention. Point suivant, c'est René Holt qui nous le présente.
Donc, c'est la prolongation du dispositif de la prime vélo, communément appelé prime vélo. Le dispositif a été mis en place le 13 février 2019. Il s'arrête au 31 octobre 2021. Le bilan est plus que positif puisqu'il y a 752 subventions qui ont été accordées pour 235 vélos classiques, 508 vélos à assistance électrique, 9 vélos cargo ou tricycles. Le montant des aides attribuées s'élève à 71 469 € pour une dépense des ménages de plus de 1,2 million d'euros. Donc voilà, plus que c'est très bien accueilli par l'ensemble de la population. On vous propose de prolonger ça jusqu'en 2023. Bien, merci René. Les chiffres ont été dits. 752 subventions versées à des personnes pour l'achat d'un vélo simple, VAE, tricycle ou vélo cargo. Et c'est très équitable, vous voyez bien la répartition des primes vélo sur le territoire, c'est très équitable entre les communes et la dynamique, elle est complète sur l'ensemble des communes puisque c'est en proportion quasiment des populations. 403 dossiers instruits sur Obernai, enfin primes versées, 83 sur Bernardsviller, 67 sur Innenheim, 98 à Krottergersheim, 50 à Meistratzheim, 51 à Nidernais. C'est une très bonne mesure qu'on a mis en place il y a près de 3 ans et qu'on propose de continuer. Et ça entraîne évidemment une dynamique économique également par rapport à l'ensemble des vélos qui sont achetés, sachant qu'aujourd'hui on sait bien qu'au niveau européen, la fabrication des vélos, notamment des marques françaises, a du mal à suivre le rythme, ce qui est de bon augure pour les évolutions, notamment en déplacement, pour les déplacements en mobilité douce et en vélo. C'est très bien et en plus, on continue à travailler sur les infrastructures, bien entendu. Robin ? Comme tu l'as dit Bernard, c'est d'autant plus pertinent qu'on est une des rares communautés de communes où toutes les communes sont reliées aujourd'hui par des pistes cyclables. On a des gros investissements qui arrivent sur le vélo, notamment au Bernay. Donc continuer à suivre les gens, à les accompagner dans l'acquisition d'un vélo électrique ou conventionnel, c'est une chose positive et on espère que ça va permettre de développer. Voilà, ça fait partie d'une politique générale au final entre la ville d'Aubernay et la communauté de communes et les autres communes qui travaillent tout ensemble pour développer le vélo sur le secteur. Pas d'abstention. On continue, René. Dans la continuité, évidemment, puisqu'on avait dit qu'on donnait des subventions jusqu'en 2021, la suite, c'est l'attribution de ces subventions pour l'acquisition de vélos neufs. Donc, vous avez toute la liste des personnes, des acquéreurs. Et donc, évidemment, je vous propose de verser ces subventions puisqu'on avait dit qu'on les versait. Enfin, semble logique. Très bien. Donc, approbation, évidemment. Merci. Le point suivant. Le point suivant n'a rien à voir avec les vélos, mais c'est la réhabilitation des bâtiments. Donc, le dispositif a été mis en place, entre autres, par la communauté de communes du pays de Saint-Odile en 2003. Et donc, là aussi, puisqu'on avait dit qu'on versait ces subventions que les gens ont mis en place les rénovations, on fait les demandes, les dossiers ont été suivis et donc d'accorder les subventions à 2 bénéficiaires pour un total de 1 199,70 €. Vous avez les slides évidemment affichés. Et on voit bien les réalisations avant et après, avec les dynamiques qu'on a développées depuis 20 ans avec l'ANA, avec le conseil départemental, puis la CEA et d'autres organismes. Il y a des réhabilitations importantes du patrimoine privé et c'est bien ainsi. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le point suivant concerne la modification du tableau des effectifs, ouverture d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe. En l'espèce, il s'agit de l'ouverture de ce poste, en charge notamment pour l'assistante de la gestion financière de la CCPO, avec un agent qui sera rémunéré en référence à la grille indiciaire du grade pourvu, en tenant compte de la fonction occupée.
La personne en question a été apprentie chez nous, elle est rentrée le 6 octobre 2008, donc grande fidélité à la communauté de communes depuis 13 ans. Elle est venue comme apprentie, elle est aujourd'hui assistante de gestion et elle peut postuler, et elle le mérite, à un poste d'adjoint administratif principal, mais qu'il faut ouvrir effectivement dans les effectifs. Donc c'est une évolution, non seulement pour les besoins de la communauté de communes, mais également pour la personne en question et pour la suite de sa carrière. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Le point suivant, c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Alors c'est un point extrêmement important, puisque vous avez d'abord un rapport qui vous est présenté avec des tableaux qui sont projetés. Rappelle que le fonds de péréquation des ressources humaines a été mis en place pour 2012. Sont contributeurs à ce fonds de péréquation des ressources les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel fiscal agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. Vous me suivez? C'est-à-dire que les territoires qui ont des ressources dynamiques et supérieures à la moyenne, à 0,9 fois le potentiel fiscal, donc le médian, doivent contribuer dans un pot commun, pour appeler cela comme ça, et donc il y a d'autres communes qui ont moins de ressources qui en bénéficient. Je rappelle qu'en 2021, 36% des EPCI, des intercommunalités, sont contributeurs à ce pot commun mis en place par l'État, par la loi. Et 56% sont bénéficiaires. Je le répéterai chaque année, le dispositif de solidarité est au départ un bon dispositif. Par contre, on s'érige, et le bureau des maires partage cette opinion complètement, d'autres élus également. La problématique qu'il y a, c'est qu'on aurait pu rajouter à ce dispositif un dispositif de gestion vertueuse. Je veux dire par là qu'on ne tient pas compte dans cette péréquation de solidarité entre les intercommunalités du fait que des intercommunalités soient gérées de manière vertueuse avec des économies de fonctionnement dans leur propre fonctionnement interne, et on distribue sans aucun critère de bonne gestion aux autres intercommunalités. Ça ne veut pas dire que les autres intercommunalités sont mal gérées, qu'on ne me comprenne pas mal, mais je veux dire par là, de temps en temps, les plus vertueux contribuent aussi à des intercommunalités qui ont des masses salariales peut-être un petit peu larges, alors que nous, on a des équipes qui sont restreintes et à minima pour toutes les compétences que nous avons à exercer. On ne va pas remettre en cause les réglementations en vigueur et les dispositifs de la loi, mais néanmoins, on le dit chaque année. Et lorsque vous avez ce point fera l'objet en détail, Audrey, d'une publication pour que nos concitoyens voient ce que deviennent une partie de leurs impôts locaux. Je demande à ce que ce soit bien visible sur le site internet de la communauté de communes, parce que lorsqu'on voit la courbe de la contribution et l'évolution du FPIC sur le territoire, avouons quand même qu'elle est en progression presque alarmante. En 2012, notre territoire contribuait, j'arrondis les chiffres, à hauteur de 121 000 euros. En 2015, 121 000, on est passé à 730 000. 2 ans après, à 1,4 million et maintenant à 1,7 million. En l'espace de 9 ans, notre contribution, c'est une ponction de 1,7 million d'euros qui part dans un pot commun. Sincèrement, quand on voit l'amplitude des projets que nous avons, l'acceptable, c'est 500-700 000 euros, mais le mécanisme à ce niveau-là va plomber, j'ose le terme, une partie de notre investissement absolument nécessaire dans des domaines très larges qui intéressent nos concitoyens. C'est ainsi, on applique la loi. Vous avez ensuite en dessous le tableau où les communes et la communauté de communes ont été fortement impactées par le prélèvement obligatoire, et ceux dès 2012, en tenant compte de l'application du FPIC 2021, ce prélèvement pour les communes atteint 8,7 millions d'euros. Vous avez le cumul donc du FPIC. La contribution, ensuite en point 2,
Pour le FPIC, je l'ai rappelé, c'était 1,6 699 116 euros, dont 1 269 253 euros pour les 6 communes et 429 863 pour la communauté de communes. Vous voyez le tableau, y compris les courbes de l'évolution du FPIC. Ces bureaux ont été présentés au bureau des maires en la séance du 15 septembre et chaque année, on a fait fonctionner, en tout cas depuis 2018, un dispositif de solidarité où il est proposé que la communauté de communes prenne en charge une partie de l'augmentation de ce fonds de péréquation. Vous voyez ainsi le tableau résumé avec la répartition. Je rappelle donc qu'en 2018, normalement, la communauté de communes devait payer 351 000 euros, j'arrondis, et elle a payé un delta en plus de 180 000 euros, ce qui nous a amené à 538 000 euros pour alléger la contribution des 6 communes membres de la communauté de communes. En 2019, l'effort a été plus substantiel puisque la communauté de communes a pris en charge un delta de 578 000 euros, c'est-à-dire 844 000 moins 267 000, pour alléger la contribution des communes. 2020, la communauté de communes a pris en charge 1 046 000, 1 046 000, c'est-à-dire 639 000 euros de plus que les 407 000 euros qui étaient prévus. Il est prévu cette année que la communauté de communes prenne en charge le delta de 665 000 euros entre 1 95 660 euros et les 429 863, de telle manière à allonger les quotes-parts versées par les différentes communes membres. Et donc vous voyez le tableau qui, de manière conséquente, allège la contribution. Pourquoi? Parce que nos communes ont besoin de réaliser des investissements. Et les dotations sont de moins en moins fortes, voire s'érodent pour un certain nombre d'entre elles. 2, avec ce dispositif de solidarité, nous restons complètement dans la légalité. Et 3, nous avons aussi proposé au bureau des maires de voir au cas par cas, année par année, parce qu'avec les investissements importants qui viennent également sur l'intercommunalité dans les années qui viennent, il faudra revoir cette participation qui ne pourra pas être en hausse dans les années qui viennent. Donc on formule le vœu. D'abord, discuter aujourd'hui encore avec des élus, lorsqu'on voit la situation financière de la France qui a près de 2 700 milliards de dettes, il ne faudrait pas qu'on ait un plan drastique qui ne soit pas annoncé aux élections présidentielles, bien entendu, je parle avec quelques libertés, et qu'ensuite ce soit les communes et les intercommunalités qui doivent gérer la proximité et qui assument toutes les collectivités de France, régions, départements, communes, intercommunalités, agglos, nous assumons 75% de l'investissement, tout confondu. 2, on a déjà vu, sous les gouvernements de M. Hollande, à l'époque, une situation drastique de diminution de dotation. Espérons qu'on n'ait pas de mauvaises surprises en fin d'année 2022. À ce niveau-là, ce serait regrettable. 3, la communauté de communes, il est proposé que chaque année, donc on revoie la grille, qu'on voit la ponction et les évolutions pour ce fonds de péréquation, de telle manière à voir où on peut mettre le curseur de la solidarité, si je puis dire. La bonne nouvelle, c'est que notre intercommunalité est dans une situation financière saine qui permet de jouer cette solidarité, et je crois que tous les élus présents, ici représentant les 6 communes, sont favorables à un dispositif qui permet vraiment de jouer une solidarité de territoire. Il y a des intercommunalités où des communes membres aimeraient bien avoir un système de péréquation et où c'est moins mis en place que chez nous. Il n'y en a pas tellement d'ailleurs qui mettent ce système en place, eu égard aux besoins locaux. René ? Effectivement, donc on en a parlé au bureau des maires et c'est vrai que dans chaque commune, il y a des investissements à faire. On est 6 communes, 6 maires à discuter tranquillement ensemble de comment on peut faire. Et c'est vrai que voilà, on est bien content qu'on soit tellement unanime et que grâce à cette unanimité, toutes les communes puissent en bénéficier de manière équitable. Voilà ce que j'avais juste à dire en plus.
Je mets ce point au vote avec un vote actif. Qui est favorable? Unanimité, je vous en remercie. Le point suivant, c'est la décision modificative numéro 3. Alors, il y a sur le budget principal des écritures de transfert pour prise en charge du fonds de résistance créé par la région. Je rappelle que nous avons, lorsque la crise est survenue, travaillé avec la collectivité européenne d'Alsace l'année dernière, donc immédiatement, enfin c'était d'abord avec le département, pour que beaucoup de nos associations et des activités économiques puissent bénéficier de suppléments de subventions au-delà, j'allais dire, de tous les dispositifs d'État. 2, nous avons travaillé également avec la région de telle manière à ce qu'un certain nombre de nos entreprises, dont j'ai la liste ici, puissent bénéficier donc du fonds de résistance qui a été créé par la région. On a fait partie à plusieurs autour de cette table des séquences le mardi à 14h à chaque fois pour étudier les dossiers recevables très largement. Et il y a eu des avances remboursables en soutien Covid sur notre intercommunalité à hauteur de 49 410 €. Ce qu'il faut aujourd'hui dans la délibération et dans l'ADM, c'est approuver donc le fonds qu'on a abondé à hauteur de 29 371 €, puisque c'était un deal piloté par la région, mais abondé par la communauté de communes. Donc les 29 371,20 € que vous retrouvez, c'est cela. 2, on a également la prise en charge complémentaire du FPIC, c'est ce dont on vient de parler. On avait déjà provisionné le même montant que l'année dernière, et puisque la différence en supplément est de 46 000 €, vous le retrouvez donc sur le deuxième paragraphe, en chapitres 14 et 11, sur le budget principal. 3, on a le budget de la zone d'activité du Bruch, où les travaux maintenant ont commencé, avec deux entreprises, certaines déjà qui s'installent et d'autres avec lesquelles nous sommes en contact et le processus démarre bien. Là, ce sont des écritures de régularisation et pour les budgets de l'eau, une augmentation des écritures permettant l'amortissement des investissements, c'est-à-dire aucune dépense supplémentaire, ce sont des écritures d'ordre et d'amortissement. Donc c'est une décision modificative, somme toute, très courte. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'attribution de subventions pour l'acquisition de l'utilisation de récupérateurs d'eau de pluie sur le territoire de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Et donc, nous versons une subvention à hauteur de 25 €. Il y a 4 bénéficiaires pour 100 €. Ça paraît être mineur, mais c'est très important. Les enjeux de l'eau sont aussi importants que tout le reste concernant les perturbations climatiques. C'est un petit dispositif qui ne nous coûte pas cher, mais nous incitons nos concitoyens, tous ceux qui le peuvent, y compris aujourd'hui dans des collectifs qui se construisent, lorsque des promoteurs viennent, chaque fois je leur dis, si c'est possible, autant que vous puissiez le faire, mettez des cuves enterrées, récupérez l'eau de pluie, c'est autant d'eau potable qui n'est pas gâchée pour temps en temps, arroser les végétaux, et non pas le gazon. Voilà. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition, des abstentions. Merci. L'attribution de subventions pour l'acquisition et l'utilisation de composteurs individuels. Là aussi, une bonne mesure qui est prise au niveau de la communauté de communes. Nous avons financé des composteurs en 2013, 33, 15 en 2014, en 2015, 23, puis 29, puis 17, puis 23, puis 38, puis 31. Je n'ai pas fait le cumul, mais c'est assez considérable. Il y a plus de 200 composteurs sur le territoire dans ces dernières années qui ont été mis en place. Là, il s'agit donc de 11 bénéficiaires pour un montant total de 220 €. C'est très apprécié. Merci à tous nos concitoyens qui font du compost. Et ensuite, c'est Claude. Y a-t-il des oppositions, pardon, des abstentions? Merci. Et Claude Kraus nous présente succinctement le rapport annuel du syndicat mixte du bassin de l'Aisne. Donc, le rapport d'activité du syndicat mixte du bassin de l'Aisne.
donc qui est composé donc des 6 communes de la communauté de communes de Pays de Saint-Odile, en nous rajoutant donc Griesheim, Burch, Autrot et Saint-Nabord. Donc le syndicat mixte du bassin de l'Aisne donc gère le réseau d'assainissement entre les communes, donc à la sortie du village, à chaque fois entre les communes des différentes communes. Donc il y a 7 stations de pompage, il y a 10 bassins, et il y a aussi la STEP qu'elle gère aussi de l'entretien de la station d'épuration, donc qui est sur le banc de Maastricht. Donc les compétences, donc effectivement les ouvrages d'assainissement, l'exploitation du service et les études, des études qui sont engagées. Donc il y a une réalisation de diagnostic sur la station d'épuration pour une meilleure compréhension des sources d'émissions des micropolluants. Et aussi, il propose des actions de prévention et de réduction de ces micropolluants et aussi des programmes d'action pour effectivement améliorer la qualité du traitement de ces eaux usées sur la station d'épuration. Elle fait aussi des réalisations de programmes pluriannuels pour effectivement repérer des conduites de collecteurs qui sont travaillées, et des études topographiques et foncières pour effectivement mettre quelques collecteurs en plus ou des études géotechniques comme au Bernard. Donc il y a eu des travaux donc en 2021, en 2020-2021, le renforcement du réseau d'assainissement en amont du bassin de pollution d'Aubernais. Donc c'est le réseau qui a été mis en place entre Aubernais et presque Nidernais. Ça veut dire à partir du McDo et jusqu'à Nidernais au bassin de rétention d'eau qui est là-bas. Donc il y a une nouvelle canalisation qui a été posée. Donc une pose de 1450 mètres, une conduite de 1000 pour effectivement un petit peu dégager plus l'assainissement d'Aubernais vers ce bassin de rétention en cas de forte pluie ou ce genre de choses. Donc effectivement, le bilan financier, c'était quand même 770 000 € hors taxe d'investissement avec une aide de 323 000 €. Donc il y a aussi eu des travaux d'amélioration d'installation d'assainissement de la STEP aussi il y a eu des travaux sur Maastricht pour effectivement des nouvelles pompes de relevage qui ont été posées pour accélérer effectivement le dégagement de l'eau vers la station d'épuration. Et donc il y a aussi des améliorations de conditions de travail sur la STEP et des optimisations de filières énergétiques aussi pour la consommation d'eau et de réduire la consommation d'eau potable aussi à la STEP aussi. Donc là, il y a des études et des dépenses qui sont prévues de 630 000 €. Donc effectivement, il y a déjà 70% qui sont réalisés là-dessus. Il y a eu aussi sur la STEP aussi une création d'aires collectives de remplissage et de lavage des pulvérisateurs pour les agriculteurs. Donc effectivement, cette station permet aux agriculteurs, pour le phytosanitaire, de nettoyer leurs pompes et leurs pulvérisateurs. Et donc, ça a été installé à l'intérieur de la STEP, pour un bilan financier de 282 000 €, avec une aide du FEDER de 140 000 €. Et effectivement, il y a 140 000 € qui va être remboursé. Les agriculteurs ont créé c'est une CUMA, voilà. Donc, ils ont créé une CUMA et qui vont rembourser les 140 000 € sur un plan de remboursement sur 10 ans. Donc, à chaque fois aussi, le CIMOM a avancé l'argent. Et donc, la CUMA va rembourser sur 10 ans les 140 000 €. Donc, c'est une convention qui a été signée avec eux. Donc, c'est une belle initiative des élus avec les techniciens et qui permet que tous les agriculteurs et les viticulteurs soient en règle et qu'il n'y ait pas une molécule de pollution, j'allais dire, lorsque on fasse les vidanges, j'allais dire, des différents pulvérisateurs ou autres. C'est une avancée considérable, sachant qu'un certain nombre d'entre eux sur le territoire ont leurs propres équipements dans leur entreprise. Donc après, il y a pour le volume de l'assainissement facturé, donc la population concernée, donc il y a quand même 27 000 habitants sur 9 000 abonnés, et donc on est quand même un petit peu en baisse sur le volume facturé sur l'assainissement de moins 1,9%, mais sur
on est un petit peu en hausse parce qu'on pompe encore l'assainissement de Blesheim arrive sur la station d'épuration à Maestratsheim. Donc, effectivement, les volumes ont un petit peu légèrement augmenté en 2020. On est à plus de 2%, 2,3% de variation. Donc, sur l'ouvrage de la STEP de Maestratsheim, les conformités sont bonnes. Donc, le réseau et la performance aussi. Et effectivement, donc, vous voyez les boues qui sont produites et évacuées. Donc, c'est quand même 20 kilos de boue par habitant qui sont quand même produites par la station d'épuration. Donc, effectivement, il y a quand même l'assainissement, c'est quand même quelque chose qui est très... et les boues sont recyclées à ce moment-là. Pour les modalités de facturation sur le service de l'assainissement, donc les tarifs restent les mêmes, à part l'abonnement du délégataire qui passe de 40 à 40,30 €, mais tout le reste, la part proportionnelle aussi. Les taxes restent aussi à 10%. Et donc, en termes de recettes collectées, on voit sur les redevances des eaux usées, de 2019 à 2020, il y a une baisse de 26%. Sur les eaux usées non domestiques, il y a une augmentation de 33%. Donc les recettes de facturation sont quand même en baisse. On passe de 1,2 million de 190 000 à 1,076 million. Donc c'est moins 16%. Donc il y a aussi effectivement la prime de l'agence de l'eau qui a baissé de 42%, passé de 125 000 à 72 000. Et aussi les autres subventions de l'AREM de 53 000 à 40 000. Donc les recettes sont quand même nettement en baisse. On passe de 1 569 000 à 1 128 000 €. Donc ça fait quand même presque 18% sur cet exercice-là. Voilà. Une situation financière qui est saine, évidemment, et des perspectives. Nous réfléchissons aussi, avec les vice-présidents sont présents, sous l'égide du président Francis Vogel, nous réfléchissons aussi pour aller plus loin dans la production d'énergie, y compris la possibilité de mettre en place des ombrières photovoltaïques. Donc tout ça, c'est très exaltant. Voilà, le rapport est présenté. Il n'y a pas de vote là-dessus. Et donc je vous propose le dernier rapport. C'est la demande de subvention régionale pour la réalisation d'une étude d'opportunité et de positionnement d'un espace entreprise sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Saint-Odile. Je rappelle que nous avions la semaine dernière ici une importante réunion avec l'ensemble des délégués communautaires pour évoquer ensemble, c'était le 22 septembre, la présentation de la stratégie de développement économique durable, donc qui est un document très détaillé, qui est aussi en ligne sur le site de la ville. L'objectif, c'est d'aller plus loin. Nous avons, on le rappelle, aujourd'hui sur notre territoire, la chance d'avoir plus de 11 000 emplois sur un territoire qui compte près de 19 000 habitants, ce qui est un ratio totalement exceptionnel. Nous avons la chance d'avoir des entreprises dont une majorité d'entre elles ont des carnets de commandes au vert, même si un certain nombre, grandes, moyennes ou petites, ont aussi aujourd'hui des problèmes eu égard à différents paramètres, notamment les augmentations des coûts d'un certain nombre de matériaux, le bois, le cuivre, etc., soit en période post-Covid, parce que les perturbations de la crise sanitaire ont entraîné des fluctuations de production ou de commercialisation, ou encore, et alors ça c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe, on en parlait encore ce matin avec Pierre Bill, le premier vice-président de la CEA, on était ensemble en réunion dans mon bureau avec Laurent Krakenberger, partout, c'est le nombre de postes qui ne sont pas pourvus en matière d'emploi, dans tous les secteurs d'activité. Je tiens quand même à rappeler, je l'avais dit la semaine dernière, en février 2020, il y a 18 ans, l'INSEE recensait 640 000 postes dans 17 secteurs d'activité non pourvus en France. Ce chiffre est passé à 1 040 000 postes non pourvus dans 30 secteurs d'activité aujourd'hui.
Et c'est extrêmement inquiétant ce phénomène parce que quand on voit l'énergie qu'on met à organiser des séquences de job dating, que ce soit ici ou ailleurs, il y a beaucoup moins de personnes qui se présentent. Et paradoxalement, le nombre de personnes, entre guillemets, qu'on peut remettre à l'emploi est quand même stable ou en augmentation. Il y a un paradoxe sociétal total. Il est évident qu'il y a des personnes qui sont heurtées par la vie, qu'il faut aider par tous les dispositifs de solidarité, mais on s'interroge néanmoins sur des postes qui ne sont pas pourvus, y compris des postes à faible qualification et qui sont rémunérés 20, 30 ou 40% au-dessus du SMIC. Nous connaissons des exemples. Donc c'est assez étonnant à ce niveau-là. Pour revenir à la délibération, ce qui est proposé, au-delà, je ne vais pas refaire toutes les commissions réunies, puisqu'on avait passé 2 heures et de manière très agréable à échanger, à présenter. Nous avons aussi recruté une compétence dans le domaine économique très largement, et nous travaillons aujourd'hui avec l'association locale pour la promotion économique, des contacts démultipliés avec tous les secteurs d'activité, c'était absolument nécessaire. Et ce qui est demandé dans cette délibération, c'est de nous autoriser à demander une subvention dans le cadre de l'étude d'opportunité et de positionnement d'un espace entreprise sur le territoire intercommunal. Je rappelle que la volonté exprimée par la communauté de communes, c'est d'acquérir un plateau qui fait 662 mètres carrés dans un endroit en construction aujourd'hui et qu'on puisse fédérer toutes les énergies au niveau des entreprises. Il se fait que hier, j'étais avec le président de région et le maire de Haguenau à l'inauguration en fin de matinée d'une structure de ce type-là, qui s'appelle Paddock Academy, qui a été initiée par un chef d'entreprise local que je connais bien, qui est un ami, d'Haguenau, et qui a réalisé un bâtiment tout à fait exemplaire avec des nouvelles activités, y compris des start-up, mais aussi des entreprises traditionnelles, un mix, et ça devient vraiment un lieu très partagé pour des évolutions en matière économique. Aujourd'hui, les pans d'activité économique sont tellement larges et tellement divers que nous pensons que la communauté de communes du Pays de Saint-Odile doit se doter, de moyens de ce type-là pour aider les entreprises. Je rappelais aussi lors des commissions réunies que le directeur général d'une très grande entreprise d'Aubernais, après avoir dirigé cette entreprise pendant 10 ans, l'avait quitté pour fonder sa propre entreprise et prendre des initiatives il y a 5 ans. Aujourd'hui, il a créé une nouvelle entreprise et c'est grâce, à la structure Tremplin à Mutzig qu'il a pu mettre en place ces nouvelles activités avec des valeurs ajoutées et des créations d'emplois. Vous avez l'étude d'opportunité. Nous, on s'encadre donc de gens, de personnes compétentes à ce niveau-là. Une étude d'un coût de 17 000 €, c'est bien pour le positionnement de ce futur pôle mixte, des activités économiques. Et nous avons pour cette enveloppe voté 17 000 € hors taxe. Ce qu'on rajoute, c'est que, en fait, on demande à nous, aux délégués communautaires, d'approuver le principe de demander à la région une subvention, puisque c'est éligible à hauteur de 20%, et nous pouvons donc de ce fait avoir une aide publique de la région de 3 400 €. Ce n'est pas négligeable, j'imagine évidemment que tout le monde sera d'accord. 2, je rappelle que cette étude d'opportunité comprend un certain nombre de phases. D'abord, la phase 1, c'est le précadrage du projet et l'analyse de l'offre existante. Nous connaissons notre tissu économique, il est extrêmement large, mais il est opportun, en 2021, de le recentrer et d'avoir tous les abacs d'analyse nécessaires. Donc il y a réunion de lancement, le recensement des espaces existants, l'élaboration d'une cartographie, entretien avec les gestionnaires pour mieux connaître leur positionnement, et la typologie des tiers-lieux existants, leur finalité, sachant que des sites de ce type-là sont dénommés
au niveau national des tiers-lieux. Ensuite, l'analyse de la demande, avec l'analyse du territoire, les entretiens avec les personnes ressources, l'évaluation de l'appétence des grands employeurs dans ce domaine, l'évaluation des demandes potentielles. La phase 3, c'est la réunion de co-construction qui sera importante avec tous les acteurs sociaux, économiques et institutionnels. La phase 4, c'est les études d'aménagement et de fonctionnement de l'espace, puisque ça doit être un espace qui soit adaptable aux évolutions très rapidement. Nous souhaitons pouvoir le faire évoluer selon les besoins et les nécessités exprimées sur le territoire. Donc, l'étude du lieu pressenti à Obernai, les préconisations sur l'aménagement, les niveaux de définition des niveaux d'équipement, définir les besoins d'animation et leurs modalités, le modèle économique, le compte d'exploitation prévisionnel, etc. Donc, compte tenu de la politique d'aide, c'est ce que je disais à l'instant, nous pouvons demander donc à la région une participation à hauteur de 3 400 €. Et c'est vraiment... on est enthousiaste pour porter ce projet. L'enveloppe globale est de l'ordre de 2 millions d'euros en investissement, mais ça peut être un démultiplicateur, j'allais dire, d'initiatives qui aujourd'hui, auprès de nos concitoyens, sont extrêmement nombreuses et dans des différents domaines d'activité. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions pour cette demande de subvention? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est donc les questions que vous avez formulées, Madame Edel. Donc, si vous voulez les formuler de manière synthétique, peut-être, et puis oui, on répondra. Bien sûr. Donc, notre groupe a envoyé un courrier pour les questions orales que nous souhaitions vous soumettre. Donc, de manière synthétique, sur la première question, nous voulions revenir sur la politique déchets de notre communauté de communes et rebondir sur la décision récente prise par la ville d'Obernai, donc par une délibération pour fixer une amende de 1 000 € sur des dépôts sauvages divers. Et donc la presse avait surtout retenu l'amende pour les déchets de cigarettes. Donc ça pouvait paraître anecdotique, mais ça peut être dissuasif. Nous avions souhaité proposer également quelque chose de pédagogique et de vertueux, à savoir une réflexion pour la communauté de communes donc, qui détient la compétence déchets, de voir s'il y avait une opportunité d'étudier l'étude d'une collecte et du recyclage des mégots de cigarettes. Donc cela est encore assez récent, mais ça se pratique dans certaines collectivités. Et donc à l'heure actuelle, nous avons un plan pluriannuel de prévention des déchets. Donc ce type de déchets n'y figure pas. Et au vu de la pollution générée, surtout dans les eaux usées par les mégots que l'on jette sur la voie publique, il nous a semblé que ça pouvait être intéressant de l'étudier. Donc nous posions la question. Malheureusement, je crois que Norbert Mott, le président de la commission déchets, n'est pas là et environnement ce soir, mais je pense que vous pourrez nous apporter un éclairage. Très bien. Donc, la communauté de communes, nous avons mis en place, je rappelle qu'on a construit les 2 déchetteries intercommunales à Crottergersheim et à Obernai en 2000. On a commencé à travailler dessus en 2003, elles étaient opérationnelles en 2005. Nous avons travaillé depuis 16 ans pour toutes les filières de recyclage et d'élimination des déchets. On a aujourd'hui 37 filières, 37. Nous sommes vraiment à la pointe, 37 filières pour le recyclage et la valorisation des déchets qui, en 2020, ont traité 7098 tonnes. 37 filières, 7098 tonnes. Le papier, les emballages cartonnés, les briques alimentaires, les emballages plastiques. Alors, je pourrais donner les tonnages, c'est considérable, 244 tonnes d'emballages plastiques. L'acier de collecte sélective, l'aluminium de collecte sélective, les billets aux déchets, avec en 2020 déjà 45 tonnes, on essaie d'aller beaucoup plus loin, le verre 906 tonnes, les batteries, le bois 553 tonnes, les capsules Nespresso 11 tonnes, 11,6 tonnes en 2020, les cartons 319 tonnes, les cartouches d'encre sont recyclées,
tous les déchets dangereux, les déchets électriques et électroniques, 170 tonnes, les déchets industriels, les déchets verts, 996 tonnes, les encombrants, 910 tonnes, les ferrailles, 235 tonnes, les films plastiques, presque 5 tonnes recyclées, les gravats, 446 tonnes, les huiles moteurs, 6,21 tonnes, vous voyez le poids, donc les huiles végétales, 1,18 tonnes, les mobiliers divers, 347 tonnes, les plastiques durs, du plâtre pour 112 tonnes, les piles, vous voyez le poids d'une pile, 1,74 tonnes, et heureusement que également des magasins récupèrent les piles de partout. Je pense que tous nos concitoyens aujourd'hui recyclent ou mettent dans des lieux de recyclage leurs piles. Le polystyrène, 16,59 tonnes. Les terreux, 862 tonnes, les tontes, 12 tonnes, les textiles, les aciers de mâche-fer, les aluminiums de mâche-fer, les radiographies et les bouchons. Et donc, on rend compte qu'on est à la pointe, mais il faut aller plus loin dans tous les domaines de recyclage. Concernant, nous avons proposé, le groupe majoritaire, et ça a été voté, je crois, à l'unanimité, au conseil municipal, et nous ne sommes pas les seuls en France, de prendre une délibération tout simplement pour essayer de lutter plus contre les dépôts sauvages à tous les niveaux. Nous constatons dans les communes, encore récemment dans une commune à Meistratzheim, des dépôts sauvages. Qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois, ce sont les ouvriers communaux qui doivent faire le travail, incompréhension de la part de nos concitoyens, et la plupart du temps, évidemment, les auteurs et les individus qui sont à l'origine de cela n'ont aucune répréhension. Les amendes qui existent aujourd'hui, qui doivent être de l'ordre de 75 à 150 € maximum, ne couvrent en rien le coût d'enlèvement et de traitement. Et nous sommes rendus compte, je donne un exemple, qu'il y a de temps en temps des moyens de trouver les auteurs. C'est compliqué, c'est difficile, donc nous avons pris une délibération pour tous les déchets. Comment voulez-vous qu'on évolue dans un monde où il est nécessaire de préserver l'environnement, la biodiversité, où un certain nombre d'individus, une proportion extrêmement faible de nos concitoyens, j'allais dire, souillent les espaces publics, ne respectent rien et donc jettent leurs déchets et leurs détritus n'importe où. Jusqu'où ne pas aller ? Et donc, en l'occurrence, il y a quelques organes de presse qui ont fait un petit peu de raccourcis suite à notre délibération. Mais moi, je suis intervenu puisque j'ai eu 14 interviews et réponses à des médias par écrit. Nous avons également envoyé la délibération de la ville d'Obernai à des dizaines de communes, dont d'ailleurs la ville de Paris, puisque le chef de cabinet de Madame le maire de Paris nous a demandé la délibération. Nous étions surpris et on l'a envoyé. On ne sait pas ce que c'est devenu entre-temps. Et moi, j'aimerais remercier les agents qui, dans nos communes, les agents des communes qui ramassent les saletés laissées par une très faible proportion de nos populations. J'aimerais remercier ici Marie-Christine Schatz, Sandra Schulz, une adjointe et une conseillère municipale, qui ont déjà réalisé sur Obernai 6 séances de plugging avec plus de 100 personnes qui ont participé. Traditionnellement, avant, il y avait le Osterpot, c'est une séquence par an dans nos communes, et ceci est démultiplié dans toutes les communes. Il y a plusieurs séquences. Merci aux bénévoles qui ramassent les saletés d'un certain nombre, bien entendu. Deuxième chose, aujourd'hui, avec une information instantanée, lorsqu'il y a des saletés quelque part, qui c'est qui prend un courriel? C'est forcément le maire ou un adjoint au maire, et on dit pourquoi vous ramassez pas les saletés? Il y a même des gens bien intentionnés qui ont oublié que ce ne sont pas les élus qui souillent les espaces publics, mais que ce sont des personnes. Et donc, en l'occurrence, ce que nous avons pris comme délibération a déjà amené des améliorations considérables, notamment sur les espaces publics d'Obernai. Je reste très prudent parce qu'on ne caracole pas. Il y a un jour un maire courageux
il y a 25 ans à New York, qui a pris la décision de zéro saleté par terre et sécurité absolue. Et ensuite, tous les maires des grandes agglomérations mondiales sont allés voir, en l'occurrence, le maire en question pour savoir ce qu'il a fait. Nous, on n'est pas pour la répression, mais on est pour l'incitation. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter le fait qu'il y a un faible pourcentage de personnes qui embêtent, pour rester poli, tous les autres et qui souillent les espaces publics. Donc cette délibération est prise. Lorsqu'on voit sur les espaces publics de la ville d'Aubernais, il y a aujourd'hui, espérons que ça dure et que ça aille beaucoup plus loin, moins de mégots au sol. On l'a constaté très nettement. Néanmoins, je parle souvent avec Christian, l'un des agents de la ville d'Aubernais, qui est au cœur de ville, et les deux autres aussi, il y en a un qui est en maladie en ce moment, il me confirme, autant parler avec ceux qui font le travail, il me confirme qu'on en voit moins. Mais il faut rester vigilant parce qu'il y en a encore. Troisième chose que vous proposez, nous, on en a parlé entre nous, nous sommes contre. Nous ne proposerons pas un recyclage des mégots. Je pense que toute personne qui fume doit pouvoir mettre son mégot dans un cendrier qui existe dans les espaces publics. Il y en a autour de tous les bâtiments publics ou quasiment. Il y en a devant les restaurants, il y en a devant les hôtels. Et je me souviens, quand la loi tabac était sortie, on en avait parlé avec Yves Bure, qui était le député à l'origine de cette loi, j'avais été interrogé par les proviseurs des établissements, notamment Paul-Émile Victor. L'éducation nationale était très mal à l'aise au début avec cette loi. Et donc on nous avait interrogé en disant, est-ce que vous voulez bien, la ville d'Aubernais, mettre en place des cendriers, des bacs à l'extérieur donc de l'établissement, juste à l'extérieur, et j'ai refusé. Parce que la ville d'Aubernais n'a pas à donner des indicateurs qui pourraient être interprétés pour une incitation à fumer. Tout simplement. Dans la vie publique, il faut avoir du courage de temps en temps et savoir dire non. Les proviseurs en question, avec les bonnes relations, évidemment, ont largement compris. Ce n'est pas à la ville d'Aubernais de mettre sur un trottoir avenue de Gail, alors qu'il y a une emprise énorme du lycée Paul-Émile Victor, des cendriers, etc. Et donc, ce qui a incité le proviseur et toute la communauté éducative à répéter sans cesse le besoin de propreté, et par cette incitation, ils ont constaté qu'il y avait une diminution de près de 50% du nombre de mégots jetés par terre. Deuxième point, jusqu'où ne pas aller? Est-ce que c'est aux impôts de nos concitoyens de prendre en charge les mégots jetés par terre par quelques-uns? Jamais de la vie. N'importe qui peut garder aujourd'hui, tous les bureaux de tabac vendent des petits cendriers pour mettre un mégot dedans, donc l'emmener chez soi à la maison et l'éliminer. Et de plus, pour aller plus loin, moi je pense qu'il ne faut pas aller vers l'assistanat que vous proposez, parce que c'est de l'assistanat, jusqu'où ne pas aller, encore gérer les mégots des gens. Les gens qui fument doivent gérer leurs mégots, les emmener chez eux, les mettre dans une poubelle, et il faut que l'industrie du tabac et que l'État, qui perçoit des taxes considérables. Regardez le prix d'un paquet de cigarettes, je ne sais plus, mais ça aussi, je crois, entre 7 et 11 euros aujourd'hui, que l'État prenne en charge cela, puisque c'est l'État qui récupère les taxes. Est-ce que les impôts locaux des habitants doivent prendre en charge cela? Ceci étant, on a bien suivi la loi AGEC qui a créé un éco-organisme en charge des mégots de cigarettes. Donc c'est le dispositif ALCOM qui a été agréé en juillet 2021. C'est tout à fait récent et qui ne s'intéresse qu'aux mégots abandonnés de la rue et finance des opérations de nettoiement et de ramassage sur la voie publique. Il se fait qu'on en a parlé, nous, en interne, au niveau de la ville d'Aubernais, parce que seules les communes peuvent adhérer à ce dispositif et non pas les intercommunalités. Donc le débat peut s'ouvrir sur les différentes communes, mais pour bénéficier de soutien, il faut étayer le projet, et donc comme ça n'a été agréé qu'en juillet, on ne pouvait pas intervenir sur ce domaine. En tout cas, d'abord, légalement, la communauté de communes n'a pas compétence pour intervenir à ce niveau-là. 2, ça appartient toujours aux communes. 3, nous, on est beaucoup plus favorable à une incitation pour que les gens consomment moins de tabac, ça leur appartient et c'est très personnel, que l'industrie du tabac
Et c'est des débats qui n'existent pas que depuis aujourd'hui, mais depuis des décennies, qui gagnent beaucoup d'argent, mettent la main à la poche, et ensuite, j'allais dire que les individus qui fument ne jettent pas leur mégot par terre. À mettre un dispositif en place, ça peut être considéré comme une incitation en disant je jette mon mégot, de toute façon ils vont le ramasser, ils ont un système en place, etc. C'est pas la même chose, j'allais dire, que de faire du recyclage, les 37 points de recyclage qu'on a vus avant en déchetterie. Une pile, c'est beaucoup plus difficile. Quand la pile est usagée, il faut bien l'emmener à un point de collecte et la recycler par une filière spécialisée. Donc voilà les éléments de réponse. Nous ne serons donc pas favorables pour mettre ça en place, ce qui n'empêche pas les communes, évidemment, d'y réfléchir, bien entendu. Voilà. Oui, merci pour votre point de vue, qui n'est pas forcément celui d'autres collectivités que j'ai d'ailleurs visitées récemment. Je poserai... Mais madame, vous avez le droit d'avoir un point de vue différent. Oui, bien nous, on sûr, a un point de vue. Je respecte tout à fait votre argumentaire. On ne souhaite pas, nous, être des incitateurs à la cigarette, et on pense vraiment, on l'affirme très fort, que chaque personne peut gérer son mégot lorsqu'il fume. Sans doute, mais encore voilà. Faut-il les accompagner aussi. Non, ça c'est de l'assistanat, c'est pas de l'accompagnement. Il y a d'autres personnes à accompagner dans d'autres domaines qui sont dans des situations beaucoup plus délicates. Une très grande majorité de nos concitoyens sensés sont tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais vous avez le droit d'avoir un point de vue différent. Bien sûr. Allez-y, continuez. Donc, j'ai le droit d'avoir un point de vue, bien très sûr. Bien. La deuxième question que je souhaitais soulevé au nom de notre groupe, c'était donc de savoir où en étaient les réflexions sur le PLUI, puisque donc une présentation de la démarche sur le plan local d'urbanisme intercommunal s'est faite en cette salle en présence de la commission d'urbanisme au mois de mai 2021, avec la précision donc du calendrier sur ces travaux qui vont, je l'espère, s'achever par un nouveau PLUI en 2024. Et donc, nous étions dans une phase de définition d'objectifs et de modalités sur le PLUI, sachant que les consultations se font au niveau des communes et de leurs exécutifs. Notre groupe n'y étant pas représenté, nous ne pouvons pas participer à ces discussions. Il y avait des choix à faire concernant notamment l'intégration des volets habitat et des volets mobilité dans le PLUI. Donc, nous souhaitions savoir aujourd'hui si le bureau des maires avait déjà pris des orientations particulières pour ce qui est prévu par la loi ALUR, à savoir d'intégrer des plans locaux de l'habitat ou des plans locaux mobilité pour ce qui est de la loi NOTRe, donc qui prévoit, et les lois mobilité, pardon, qui prévoit de pouvoir intégrer des éléments plus précis dans les PLUI. Donc à ce stade, est-ce que votre réflexion est déjà faite sur ces modalités concernant à la fois l'habitat et les mobilités dans notre futur PLUI? Alors, d'abord, vous avez été destiné, donc Monsieur Raibel comme vous-même, vous avez été destiné, comme les autres délégués communautaires de toutes les communes, de toutes les phases du planning de l'instance travail de révision du PLUI. Je rappelle que la révision d'un PLUI aujourd'hui sur un territoire comme le nôtre mobilise plus de 300 000 € d'ingénierie avec un bureau d'études où nous avons mis en concurrence évidemment dans le cadre des marchés publics, et c'est Citanova qui a été retenu. C'est notre collègue Jean-Claude Julie, qui ne peut être présent parmi nous, vice-président et maire de Innenheim, qui pilote tout le dispositif. Et nous avons déjà eu une première réunion à laquelle vous aviez assisté pour parler de tous les enjeux du PLUI. Mais il est tellement évident que le PLUI englobe, j'allais dire, les dispositifs de mobilité et d'habitat, qui sont des piliers, que c'est tellement évident que je me pose la question pourquoi vous avez posé la question. C'est tellement évident que ce sera dedans, puisque déjà, dans les PLU actuels, la mobilité, y compris au niveau du PETR, le SCOT, déjà en 2007, faisait état de la mobilité et de l'habitant. Donc, bien évidemment que c'est dedans. 3. Le comité de pilotage du PLUI s'est réuni le 22 septembre et a débattu de tous ces sujets. Et comme vous le savez, vous êtes invité
invité à la commission d'urbanisme, je ne sais pas si vous l'ignorez, mais le 6 octobre, dans laquelle le bureau d'études Citanova et Jean-Claude Julie évoqueront notamment tous ces sujets importants de la procédure. Donc tout le monde est invité à ces commissions et vous y êtes, donc vous avez toute votre place. On a été étonné par votre question, mais voilà les éléments de réponse. Vous participez au PLUI, quoi que vous disiez. Troisième question. Merci, je n'ai pas dit que je n'y participais pas. J'ai ici le document qui nous a été présenté et cette question a été posée sous forme d'interrogation. Donc au stade de la réflexion et des réunions que vous avez eues, elle était censée avoir trouvé une réponse. C'était simplement le sens de cette question. Hein. Et Oui, bien sûr, mais je veux dire, si c'est pour poser une participe... question sur une réunion à venir, le 6 octobre, c'est demain, tout le monde sait qu'il y a une importante commission où il y a tous les éléments de réponse. On va pas polémiquer, on perd du temps, madame. Non, mais je ne polémique pas du tout. Donc aujourd'hui, on est en séance plénière et je pense que nos concitoyens sont également intéressés de savoir où on en est et si ces éléments madame, sont vous n'avez intégrés. pas l'apanage des concitoyens. Nous sommes tous des représentants. Nous sommes Bien 26 sûr. délégués communautaires avec plus de 100 élus dans nos conseils municipaux et nous sommes tous en contact avec nos concitoyens, y compris avec des éléments d'information divers. Et tous les concitoyens qui le souhaitent ont toutes les informations en direct ou en indirect, y compris à travers les différentes communes. Mais continuons, allez-y. Question 3. La dernière question rejoint celle que nous avons récemment posée également à la ville d'Aubernay concernant la création de la commission d'accessibilité ou si elle existe déjà au niveau de la communauté de communes. Il y a des éléments d'information entre-temps que nous avons eus concernant le transport public PASSO, puisque la compétence transport a été prise par la communauté de communes. Donc on s'interrogeait si une commission mobilité devait être formée pour suivre l'évolution du transport public urbain. Je crois qu'à la ville d'Aubernay, on nous a dit que ceci resterait du ressort de la commune. Par contre, il y a également la construction de bâtiments à venir et donc la pertinence d'un schéma d'accessibilité programmé et la présence d'une commission peut se justifier à la communauté de communes. Donc voilà, nous souhaitions savoir si celle-ci existait au niveau intercommunal. Alors, comme au conseil municipal d'Aubernay, ça me permet de répondre, mais vous l'avez tous par écrit, je vais synthétiser. Donc, la ville d'Aubernay s'est dotée en 2010 d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. D'ailleurs, il y a des communes qui ont fait le travail parallèle à leur échelle, bien entendu. En 2015, nous nous sommes dotés d'un schéma directeur d'accessibilité du transport public urbain, le PASSO, et d'un agenda d'accessibilité programmé du patrimoine communal. Tout le monde sait que les lois nous obligent, mais ceci a fait l'objet de beaucoup de débats, parce que les lois, quelquefois, obligent les collectivités qui n'ont pas les moyens financiers de répondre, puisque ce sont des montants qui sont quelquefois 5 à 10 fois supérieurs à leur budget d'investissement au niveau de la France. D'ailleurs, il y a eu un débat, ou plusieurs débats, à l'Assemblée nationale, demandant de proroger. Il est facile au niveau de l'État de prendre des dispositions et que les collectivités doivent suivre un rythme dont l'essentiel d'entre elles, d'ailleurs, ne peuvent pas assumer, ni même l'ingénierie. Donc on a répondu à toutes les obligations fixées par l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, et notamment pour la ville d'Aubernay. J'aimerais remercier très chaleureusement notre collègue Jean-Jacques Stahl, ce qui est le cas et des maires et des adjoints aux maires dans les communes pour être présents partout au niveau des commissions d'accessibilité qui sont des travaux conjoints avec le SDIS et les instances préfectorales. Le processus d'élaboration de ces plans nécessitait à l'époque l'institution et la contribution d'une commission communale d'accessibilité. Cette commission pour la ville d'Aubernay a été constituée par arrêté municipal en septembre 2010, puis renouvelée par arrêté du 18 septembre 2014. La ville d'Aubernay a conduit en application de ces différents plans d'action des investissements conséquents qui ont permis d'atteindre une part significative des objectifs définis. D'abord le PASSO. Le service de transport public urbain a été mis en place en août 2005 au niveau de la ville d'Aubernay et par volonté de la communauté de communes qui a pris la compétence transport, son transfert a été réalisé au 1er juillet de cette année. Néanmoins,
La vision que nous avons concernant ce transport, c'est de partager avec les services de la ville d'Aubernais le travail qui continue, bien entendu, pour améliorer et le dynamiser. Dorénavant, en matière de matériel roulant, d'accueil clientèle, d'information voyageurs aux exigences d'accessibilité en vigueur, nous avons fait l'essentiel du travail, puisque parmi les 39 arrêts dont la mise en accessibilité a été jugée prioritaire, 24 arrêts ont été intégralement traités sur le plan PMR, 6 seront traités dans le cadre du déploiement du plan vélo, et je me permets de dire heureusement qu'on ne les a pas faits, parce qu'aujourd'hui il faudrait les enlever et les reconstruire différemment, vu le vote du plan vélo qui sera mis en œuvre dans les 3 ans qui viennent. L'aménagement des arrêts restants, situés en centre-ville, sera programmé également dans le cadre du réaménagement pluriannuel de la trame Vière, comme nous l'avons fait rue Begert et rue Dietrich. La commission consultative des services publics locaux, au sein de laquelle participent des représentants des personnes handicapées, est chaque année informée de l'avancement des actions et peut requérir toute question qui concernerait une difficulté d'accès des voyageurs. Rarement nous sommes interpellés, mais lorsque nous sommes interpellés, il y a évidemment réponse immédiate avec bienveillance. On fonctionne ainsi. Le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes du Pays de Saint-Odile, la mise en accessibilité des arrêts de transport public continuait à relever de la compétence des communes au titre de la compétence voirie. Je précise ça. Et à ce titre, la ville réalisera par exemple en 2022 la mise en accessibilité des arrêts Passau au niveau de la gare TER, la gare qui a fait l'objet d'importants travaux, aujourd'hui de passage souterrain, de consolidation, mais également de sécurisation à hauteur de près de 2 millions d'euros par la région, par RFF et par la SNCF. Depuis 2010, l'accessibilité de la voirie communale existante a progressé de façon constante, notamment chaque fois qu'on a fait des rues. Lorsqu'on a refait complètement la voirie rue Dietrich-Begert, la place des 27, avec des réunions de concertation au préalable avec les habitants, la rue du Houblon, la rue de la Sablière, l'avenue de Gail et le parking Charles de Gaulle, la rue de Bernardsvillers par exemple. Et l'accessibilité de la voirie a également été réalisée par des campagnes de travaux qui portaient chaque année sur des abaissements de passages protégés. Vous l'avez vu constater, il y a 10 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais pas dire une majorité, mais un certain nombre sont faits, ce qui permet la mise en place de plateaux surélevés, l'adaptation de places de stationnement PMR existantes, la stabilisation de cheminement. La programmation est également ajustée chaque fois que possible afin de répondre au mieux aux suggestions et aux sollicitations formulées au cas par cas par les riverains. La mise en œuvre du plan vélo à Aubernais à partir de 2022 profitera à l'ensemble des usagers, piétons valides ou non, cyclistes ou automobilistes, et résorbera l'ensemble des problématiques d'accessibilité de tout le secteur de la gare, mais également les trams Vière qui sont impactés à ce niveau, avec une première phase qui est programmée sur le secteur Rempart Caspar et place de l'Église, eu égard à l'évolution des travaux du cœur de ville dès 2023. Les opérations les plus lourdes de mise en accessibilité des bâtiments communaux sont désormais achevées. Je parle du camping municipal, la Halle au Blé. Je rappelle que la Halle au Blé est propriété de la ville d'Aubernais. Et donc la Halle au Blé a fait l'objet pour 700 000 € hors taxes de travaux en l'espace de 10 ans, travaux qui ont été réalisés de manière remarquable et qui sont très appréciés par le locataire. La piscine plein air, les équipements tennistiques, l'hôtel de ville. Et la collectivité souhaite accélérer la mise en accessibilité du groupe scolaire Europe. J'ai développé ça lundi soir également lors de la séance du conseil municipal, avec une programmation donc qui est coordonnée par notre collègue adjointe au maire Isabelle Sûr, avec le soutien de Franck Buchberger pour les équipements, pour faire en sorte que nous puissions rentrer dans cette programmation et la mise à niveau dans une vision de très long terme du groupe scolaire Europe. Alors je rappelle aussi que la communauté de communes, en 2012, a mis en place à l'époque une commission intercommunale d'accessibilité aux personnes handicapées malvoyants, avec, dans le cadre des compétences, pour voir sur le périmètre de la communauté de communes des missions confiées donc, à notre intercommunalité en matière d'accessibilité.
Aujourd'hui, donc nous avons fait fonctionner, lorsque notamment nous avions fait des travaux sur la rue Dietrich et Begert, et aujourd'hui on travaille à la constitution des nouvelles instances en matière de mobilité, comme le prévoit la loi, donc pour mettre en place une nouvelle commission intercommunale étendue à toutes les personnes PMR, malvoyants, malentendus, et ça c'est dans le cadre de transfert de la compétence transport PASSO. Donc c'est nécessaire et ça viendrait dans les semaines ou dans les mois qui viennent, la mise en place. Donc une commission qu'on a mise en place en 2012, qui a été sollicitée très peu, mais quand c'était nécessaire, on va la réactivité puisque c'est nécessaire dans le cadre de la prise de compétences transport avec le PASSO. Voilà, pour réponse détaillée. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus d'interrogations, et il est 19h16, je vous remercie très chaleureusement. S'il vous plaît, Monsieur le Président, j'aimerais encore poser une question divers. Vous le savez, nous avions posé une question orale en juin concernant la convention tripartite assignée entre le délégataire de service public de notre espace aquatique, le Club des Dauphins et la communauté de communes. Le vice-président, M. Hult, nous avait dit que la signature était imminente, donc 2 mois après. J'aimerais savoir si ce contrat peut nous être produit prochainement. Et je me permets donc de rebondir également sur l'actualité par rapport à nos espaces aquatiques. Comme beaucoup, nous sommes étonnés de voir qu'un mouvement de grève vient de se déclarer à l'eau espace aquatique. On a connu des périodes de tension sociale qui ont vraiment nui à la fréquentation à l'image de nos équipements aquatiques. Cette période, semble-t-il, devait être révolue avec l'arrivée de Recrea. Et donc j'aimerais savoir si vous avez des informations à nous communiquer par rapport à cette situation qui me préoccupe. Écoutez, d'abord, il y avait l'Assemblée générale des Dauphins la semaine dernière, et entre-temps, moi j'ai vu le président Franck Brièche, plusieurs élus étaient présents, et donc il y a un indice de satisfaction de la part des Dauphins qui est très très bien, et la convention qui est signée, ça c'est un travail qui est bien fait avec Recrea, une très bonne entente. La deuxième chose, Madame Edel, on a l'impression que vous vous réjouissez quand il y a des problèmes à l'espace aquatique. Pardonnez-moi, mais c'est l'impression que j'ai. Et nous, c'est tout à fait autre chose. Moi, je regrette, mais je n'en dirai pas plus. On fait confiance à Recrea. On a visité l'équipement, qui est absolument extraordinaire. On a voté ici les évolutions nécessaires. Moi, je regrette qu'il y ait des mouvements de grève, mais je ne me permets pas d'interférer plus que ça, qui sont dus à quelques personnes qui revendiquent que c'est incompréhensible des choses. Je crois que vous en connaissez bien l'un ou l'autre, mais donc en ce qui nous concerne, je ne me réjouis pas du tout de ça. J'espère que nos adhérents de l'espace aquatique resteront fidèles à ça. Ça nous préoccupe comme tout le monde, ni plus ni moins, et je trouve que c'est complètement décalé par rapport au temps, par rapport au travail de Recrea. Je ne connais pas le détail des revendications, mais je sais par contre que Recrea, l'exploitant, a donné des gages dans tous les domaines, a fait des avancées au niveau social, a répondu à des dizaines et des dizaines d'interrogations, fait des réunions de concertation, et malgré cela, il y a quelques personnes qui font partie de l'équipe, on le regrette, je veux dire, mais c'est le droit de grève en France qui font grève. Nous, on ne se réjouit pas de ça, évidemment. Moi, je ne vais pas plus loin dans les appréciations, mais en aucun cas, on se réjouit de cela. Voilà, en espérant que ça s'arrête et que Recrea, qui fait un très bon travail, puisse continuer. Voilà. Je lève la séance et je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée.